Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talking OM Geneva. Et oui, un Raphaël peut en cacher un autre. Ce soir, notre présentateur habituel n'est pas là, je le remplace. Mais vous inquiétez pas, votre présentateur préféré sera là la semaine prochaine pour débriefer de l'actualité olympienne. Ce soir, je suis avec la même team que d'habitude. Salut Florent. Salut Raph, salut à tous. Un plaisir de revenir après si longtemps. Ouais, nous aussi, c'est toujours un plaisir de te recompter parmi nous. Salut Chris. Salut, ça fait bizarre là d'un coup. On a plus la même personne à qui on s'adresse. Voilà, je suis tout perturbé. Ah, mais je sais, je ne pourrais pas égaler Rafi, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Salut Richard. Salut à tous. Mais oui, Raph, tu vas être aussi bon. Tu vas être aussi bon. Et Rafi, on t'embrasse, même si tu n'es pas là. Ah, on lui passe le bonjour à notre Rafi national. Et puis ce soir, on reçoit, c'est un grand plaisir de recevoir Kevin, donc, qui est un membre de notre fan club à Genève. Salut Kevin, comment tu vas? Salut, très bien, merci. J'espère que toi aussi, et j'espère que tout le monde va bien. Après, belle victoire hier, un lundi tranquille. Voilà, comme tu le dis, hein, souvent, quand on gagne le week-end, la semaine est tout de suite meilleure pour nous, supporters de l'OM. Et puis quand ça ne va pas, bah, ça ne va pas. Mais bon, cette semaine, on peut parler d'une victoire. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter. N'oubliez pas, si vous avez des remarques, si des fois vous n'êtes pas d'accord avec nous, ce qui peut arriver, de me mettre en commentaire. Et comme ça, on va pouvoir attaquer le plan de l'émission. Donc, on va faire d'abord le débrief du match Marseille-Lorient qui avait lieu hier soir. Marseille-Lorient, le renouveau marseillais, et c'est un tournant de cette saison. Et ensuite, bien sûr, il faudra parler du match face à la Lazio. Est-ce déjà un choc décisif? Donc, tout d'abord, après 3 matchs sans victoire en Ligue 1, il était obligatoire pour l'OM de renouer avec cette victoire, et notamment parce qu'il y avait les matchs des adversaires qui nous permettaient de pouvoir remonter au classement. Selon vous, quel a été le principal fait de match? Florent? Alors, pour le principal fait de match, je pense que c'est quand même cette égalisation de Bouba qui nous permet un peu de nous relancer quand même un peu dans le match, qu'on avait un peu mal commencé quand même. Oui, ça, je pense qu'on l'a tous remarqué. Kevin, tu es du même avis que ça? Le but de Bouba était le tournant du match? Complètement. On était dans un temps fort, on poussait. Il fallait absolument marquer avant la mi-temps. Il a failli la mettre sur la première frappe, d'ailleurs. On était chanceux que ça lui revienne dessus après. On parlera, je pense, du geste technique de Payet qui laisse passer le ballon sur le sens de Guendouzi. Mais c'était vraiment, vraiment important de marquer ce but-là avant la mi-temps et de ne pas rentrer à 0-1 avec plein de doutes. Donc pour moi, oui, bien sûr, c'était le fait de match important pour aborder à deuxième mi-temps en mode on passe à vitesse supérieure. D'accord, on va continuer notre petit tour de table avec toi, Chris. Est-ce qu'il y a un moment dans le match que tu retiens qui a été le tournant du match? Oui, moi, très clairement, c'était le double arrêt de Paul Lopez. Parce que voilà, ça aurait pu vraiment vraiment rendre la situation encore plus compliquée à ce moment-là du match. Et il a fait vraiment l'arrêt qu'il fallait faire. Et c'est souvent ces genres d'arrêts qui permettent après à l'OM, traditionnellement, après de reprendre le fil et de finalement l'emporter. Donc c'est bien, ça a rappelé les bonnes heures de l'OM avec des bons arrêts derrière une victoire. Ok, et toi, Richard, on finit par toi. Est-ce que toi, tu retiens plus le but de Bouba, le double arrêt de Lopez ou un autre événement? Le double arrêt de Lopez, il est important, mais pour moi, le tournant du match, c'est quand Guendouzi marque ce but de la tête, qui est magnifique et auquel personne ne s'attendait parce qu'il le place vraiment comme il faut le placer. Et ça nous permet de gagner le match parce qu'à 3-1, après, les Lorientais, ils étaient beaucoup plus en difficulté pour pouvoir revenir. Alors qu'à 2-1, s'ils marquent un but, on prenait mal. Donc bravo Guendouzi, pour moi, c'est le tournant du match. Oui, comme tu en as parlé aussi, il y a toute cette atmosphère qu'il y avait autour. Et ça, on va y revenir, bien évidemment, parce qu'il y avait aussi le contexte des hommages à Bernard Tapie, qui d'ailleurs, C'est sûr. il y a eu de très jolis tifos. Mais est-ce que, selon vous, cette victoire face à Lorient et l'ambiance générale qu'il y avait autour du match avec les hommages avant et pendant le match à Tapie, est-ce que, à votre avis,
ce match-là peut nous permettre de tourner la page et d'enchaîner par rapport à la mauvaise série qu'on avait avant. Je vais te demander ton avis, Kevin. Est-ce que, à ton avis, ça peut jouer un rôle sur la suite de notre saison? Je dirais non, pas spécialement. Alors oui, c'est un contexte particulier. Cette victoire était importante pour les points, mais surtout pour le contexte, pour rendre un bel hommage au boss. Maintenant, de là à dire que ça va nous permettre de commencer une série et d'oublier, non, je ne suis pas sûr, parce que si je regarde le calendrier, pour moi, le tournant de la saison, il arrive dans les 7 jours qui arrivent, parce que tu joues à la Lazio, contre Paris, à Nice. Et sur papier, alors je souhaite qu'on gagne les 3, comme tout le monde, mais sur papier, ce n'est pas garanti d'en gagner un. Donc, il faut absolument bien performer les 3 matchs. Et si, dans le cas contraire, encore une fois, ce que je ne souhaite pas, les doutes peuvent facilement revenir, la remise en cause de la défense à 3 peut revenir, la remise en cause du gardien titulaire peut revenir. Donc, oui, pour répondre à ta question simplement, oui, c'était important, mais pour moi, non, ça ne prédestine pas à ce qu'on lance une série de 3, 4, 5 victoires d'affilée. Après, je souhaite évidemment me tromper. Mais est-ce que tu penses que si, au contraire, on avait perdu, que ça n'aurait pas été plus compliqué de rattraper les choses sur les prochains gros Oui, matchs qui arrivent? c'est sûr. De toute façon, tu ne pouvais pas perdre. Tu ne pouvais pas te permettre de perdre. Tu ne pouvais pas te permettre de perdre vu les prestations à Lille. La contre-performance contre Lens, même si pour moi, ce n'est pas un mauvais match. Mais tu ne peux pas te permettre de perdre quand tu vois que Lille perd, que Lyon gagne, mais contre Monaco, un autre concurrent, que Lens, si je ne m'abuse, perd, que Nice perd. Donc, tu devais absolument gagner pour revenir sur le podium et mettre la pression. Donc, oui, non, pour moi, c'était capital. Je ne m'imaginais pas qu'on ne gagne pas ce match. Mais donc, oui, c'était hyper important qu'on gagne. Ok, Richard, pour toi aussi, c'était capital de gagner pour briser cette mauvaise série et puis pour repartir, pourquoi pas, sur une autre série? Disons, si tu ne gagnais pas là, tu étais mal après, quoi. C'est-à-dire que tu t'enchaînes par la Lazio, tu enchaînes avec Paris. Il est possible d'avoir des contre-performances contre ces équipes-là qui sont très fortes. La Lazio vient de mettre une grosse correction au Milan AC. C'est l'Inter Milan. L'Inter de Milan, pardon. Et donc, le Paris Saint-Germain aussi, bon, vous savez qui y a avec eux. Mais si Mbappé et toute la clique, ça ne va pas être facile, même si on peut sortir un match légendaire. Donc, voilà, faut pas s'enflammer, quoi. C'est une victoire qui était nécessaire et c'est Lorient, quoi. C'est pas une grosse équipe, quoi. Chris, on était ensemble hier soir pour regarder le match. Toi aussi, tu es d'accord avec Richard, même si pendant le match, on s'est enflammé par rapport au but, la suite, les prochains matchs, on est d'accord, il ne faut pas s'enflammer. Oui, parce que moi, c'est ce que j'arrêtais pas de répéter pendant le match. C'est que d'ailleurs, je disais, bon, j'espère comme ça, je dis, j'arrêtais pas de répéter ce match-là, j'espère qu'on va le gagner. Hein. Parce que vu l'adversaire qui jouait vraiment à un niveau technique extrêmement faible, si on n'avait pas gagné ce match-là, ça aurait été un scandale. Hein. Donc, c'est sûr que quand on va affronter la Lazio, puis plus encore PSG, ça va être d'un autre niveau. Donc, voilà, il va falloir aussi qu'on s'adapte à ces équipes-là. Donc, à voir si on y arrive. Richard, tu souhaites intervenir et puis après, on ira voir Kevin. Très rapidement, par contre, on n'a quand même rien à perdre contre la Lazio jeudi. Si on fait un très bon match, y compris ensuite derrière encore un très bon match contre Paris, ben là, ça peut devenir intéressant et ça peut correspondre à des motifs d'espoir. Super. Kevin, tu es du même avis? Oui, alors je vais répondre très brièvement aux deux. Juste pour Christophe, oui, je suis d'accord. C'est vrai que si tu regardes sur papier, tu dois gagner ce match. Après, sincèrement, je ne dis pas que je suis d'un éternel pessimisme, mais quand je vois Lorient qui commence le match avec n'ayant perdu qu'une seule fois, 5 nuls, 4 victoires et je crois une défaite, c'est une équipe qui aurait pu t'accrocher. Alors, on a la chance qu'il commençant, que Yohan Wissa, que Terem Moffi, que Terem Moffi ne joue pas. Je ne sais pas si ça serait la même avec Terem Moffi. Je ne dis pas qu'on perd le match, mais peut-être ça aurait été plus compliqué. Ça aurait pu être une équipe qui aurait pu nous embêter plus que ce qu'elle l'a fait, notamment en deuxième mi-temps où on leur a roulé dessus.
Et après, juste pour la deuxième partie, oui, effectivement, si tu gagnes à la Lazio et que tu fais un très bon résultat contre Paris, c'est clair que là, tu peux lancer une dynamique incroyable derrière parce que du coup, si j'en reviens au calendrier, si tu reprends ça et qu'après tu as Nice, tu passes ce cap-là, tu joues à Clermont, contre la Lazio, contre Metz. Tu peux gagner les 3, après trêve internationale et tu joues à Lyon. Donc, c'est hyper, hyper important de gagner ce match-là. Pour moi, personnellement, et je dis ça alors que je vais aller au stade dimanche, pour moi, le match le plus important, c'est à la Lazio. Parce que tu ne peux pas te permettre de le perdre. Tu peux, entre guillemets, même si je ne le souhaite pas, perdre contre Paris, mais tu ne peux pas te permettre de perdre à la Lazio parce que si tu perds à la Lazio, l'Europa League, tu peux faire une croix dessus. Ce sera sans doute moins préjudiciable. Ce sera moins préjudiciable d'un point de vue purement comptable. D'un point de vue émotionnel, d'un point de vue émotionnel, on est tous d'accord ici, hein, les gars. On est tous d'accord que d'un point de vue émotionnel, on va préférer gagner contre Paris. Et d'un point de vue comptable, moi, je veux absolument qu'on gagne à la Lazio. On est tout à fait d'accord sur ce point-là. Chris, tu souhaitais réagir? Oui, je voulais simplement dire que techniquement, Lorient est une très 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 bonne équipe de Ligue 1. D'ailleurs, c'était marrant, c'était ce que je disais aussi pendant le match. Moi, j'étais outré en fait que maintenant, en fait, toutes les équipes vont jouer pareil contre nous. Hein. C'est-à-dire, vous avez des espèces de Golgoth au milieu de terrain qui vont mettre des taquets limite du carton à nos joueurs les plus techniques. Et ils espèrent éteindre ainsi nos actions, puis tout de suite jouer rapidement en contre et espérer mettre un but. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Si on regarde sur le premier but, de Camara, c'est qu'on voit que c'est limite faute. Voilà, là, le mec, il met finalement pas faute. Et puis voilà. Et puis moi, du coup, j'étais un peu choqué aussi un peu plus tard dans le match. Et il y a plein de fois, je dis, mais bordel, pourquoi il ne met pas de carton? Mais vraiment, c'était mon gros coup de gueule. Moi, c'était au niveau de l'arbitrage. Parce que, à un moment donné, moi, d'habitude, je ne gueule pas trop au niveau de l'arbitrage parce que, bon, voilà, j'estime que c'est des hommes, etc. Mais là, le problème, c'est que ce n'est pas un problème d'erreur d'arbitrage. Là, c'est un problème de politique. Donc, c'est-à-dire vraiment, qu'est-ce qu'on accepte comme type de jeu? Qu'est-ce qu'on veut, en fait, comme jeu en Ligue 1? Et moi, ce que j'observe, c'est-à-dire que dès que, en fait, on avait nos joueurs qui prenaient la balle, etc., qui combinaient, etc., et tout, ils se prenaient des grosses bûches dans la gueule. Et puis, l'arbitre, je dis, bon, moi, c'est bon, ça joue, quoi, ça continue. Ou alors, il arrêtait l'action. Et c'était ça, ces scènes-là qui m'énervaient le plus. C'est que, en fait, l'arbitre n'estimait pas qu'il y avait carton. Et du coup, ça a coupé toute notre action. Et bien évidemment, après, l'équipe en face se remet en place. Et puis, ça devient beaucoup plus difficile de marquer, sachant qu'on a un jeu qui est basé sur la possession, la rapidité devant. Et moi, ça m'énervait parce que du coup, en fait, toutes les équipes vont jouer comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des gros taquets. En fait, généralement, ça va être, vous allez voir, je suis persuadé que Payet, Under et là, hier, c'était De La Fuente. En fait, ils vont se les faire. Hein. Et puis, en fait, là, ils vont espérer que l'arbitre soit clément comme hier, qu'il y aurait une faute, certes sifflée, mais pas de carton. Donc, du coup, les mecs recommencent jusqu'à fatiguer notre jeu, jusqu'à peut-être espérer que mettre un but et du coup dérégler aussi notre système de jeu. Justement, Chris, c'est là où tu me fais une petite passe D. On a vu sur le premier but, sur le but lorientais qui a été amené par un penalty. Avant, c'est une perte de balle au milieu de terrain parce qu'il y avait une grosse présence physique sur Camara. Oui. Et on a pu remarquer aussi que l'OM avait du mal au début des périodes, au début de la première période et au début de la deuxième période aussi. Est-ce que vous, si vous étiez à la place de Sampaoli, qu'est-ce que vous feriez pour remédier à ça? Flo, toi, qu'est-ce que tu mettrais en place pour que, par exemple, au début de la première mi-temps et au début de la deuxième, on se fasse moins bouffer physiquement? C'est quand même assez difficile à dire parce que finalement, en soi, on se fait bouffer en début de première, en début de seconde souvent parce que il faut qu'on s'adapte au jeu de l'adversaire. Donc en soi, c'est peut-être plus d'analyse vidéo, mais en sachant que, en fait, peut-être qu'ils calquent leur jeu par rapport à nous. En fait, c'est difficile à dire. Ça peut être aussi un problème au niveau de la prépa physique avant le match, de l'échauffement, de comment ils ont été préparés, tout ça. Donc en vrai, c'est difficile à dire. Moi, perso, je dirais pas de rien changer, mais c'est assez difficile à dire pour moi quand même. Oui, Chris, tu souhaites réagir? Oui, je souhaite réagir parce que du coup, ça me bien parce que toi aussi, tu me fais une passe du coup pour finaliser un peu ce que je cherchais un peu à expliquer tout à l'heure.
je reprends un peu de hauteur, si vous voulez bien. C'est-à-dire si on regarde par exemple le championnat espagnol, sur lequel c'est intéressant, moi j'ai l'impression, je soupçonne Longoria en fait de beaucoup lorgner sur le championnat espagnol et italien pour donner un peu un style justement à cet OM-là. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même championnat. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vraiment le genre d'action, comme je disais tout à l'heure, où il y avait des fautes, tout de suite, il y aurait eu un carton. Parce qu'on estime que c'est une entrave au beau jeu et que de ce fait, on va dire, vite, on va calmer tout le monde. Quoi. Il faut que les équipes puissent développer leur jeu. Et d'ailleurs, si on est en Coupe d'Europe, c'est ce genre d'arbitrage qu'il y a. C'est-à-dire l'arbitrage, je veux dire, il y a 2-3 taquets qui se sont pris, notamment de l'épaule, les choses comme ça, je me souviens très bien, c'est direct carton. Et toute la problématique, c'est que quand on réfléchit à ces débuts de match qui sont un peu difficiles, pourquoi ils sont difficiles? C'est parce qu'il faut lancer la machine. C'est-à-dire il faut que ce jeu de passe, cette connexion qui est entre les joueurs puisse se mettre en place. Et c'est pour ça que en fait, toute cette problématique où vous avez des joueurs en face qui vous mettent des taquets et qui cassent en fait notre rythme, nous pose préjudice. Et c'est pour ça que pour moi, on a un problème en fait toujours en début de mi-temps, parce que on n'a pas en fait, et qu'on réussit au contraire mieux les fins de mi-temps, tout parce que c'est le moment en fait où vraiment notre machine fonctionne à plein régime finalement, et que même s'ils ont cassé le rythme, même s'ils ont fait des fautes, notre jeu en fait est supérieur en fait à tout ça. Et j'ai l'impression qu'on est un peu comme une diesel à chaque fois pour toutes ces raisons. Et du coup, moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire et poser la question à Kevin. Est-ce que pour toi, c'est parce que l'OM, on réussit pas les débuts de période, c'est parce qu'on est en mode diesel ou au niveau physique, ou est-ce que c'est plutôt un manque de concentration et du fait que les joueurs, mentalement, plutôt, ne sont pas tout de suite dans le match? Je pense pas que ce soit un problème physique. Moi, mon interprétation, c'est que j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment aller le plus haut possible, le plus vite possible dans le match, et que il faudrait d'abord se mettre en mode diesel et commencer à établir une sorte de stabilité dans le jeu, bien se faire des passes précises, bien arriver à construire avant de tous aller vers l'avant. Parce que si je regarde l'action où Bouba perd le ballon et qu'on prend penalty derrière, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que tu es Boubacar Kamara en plein milieu, et si tu prends les deux autres censés être relayeurs, ils sont à 30 mètres. Ils sont très loin et très espacés, très haut. Et oui, c'est bien, ça fait partie de la politique de Sampaoli, tu montes haut, pas de problème. Mais quand tu as ton milieu défensif central qui est tout seul dans ces 40 mètres et qu'il n'y a personne qui vient l'aider pour lui proposer une solution, c'est là que tu t'exposes à des problèmes comme on a vu face à Lorient. Après, pour moi, il doit quand même pas la perdre. Il doit quand même la passer 10 secondes avant de la perdre. Mais pour moi, ce n'est pas un problème physique. C'est juste une petite correction tactique à apporter sur ça et peut-être dire aux joueurs, OK, on va y aller, on va monter, on va presser, on va attaquer, mais pas tout le monde, pas tout de suite, pas tout le monde en même temps. Quand le copain il a la balle dans ses 40 mètres, on redescend l'aider, on redescend lui proposer une solution. Parce que, bon, je ne connais pas, mais je serais curieux de savoir le nombre de joueurs de l'OM qui avaient dans la surface adverse quand Boubacar Kamara, enfin dans la moitié de terrain adverse, pardon, quand Boubacar Kamara perd le ballon. Je pense qu'il doit y en avoir au moins 6. Et ça, Oui, c'est un problème. Parce que il contre y a un Lorient, vrai c'est une chose. déséquilibre. Pour moi, c'est un problème de déséquilibre. Donc, je dirais plus que c'est un problème tactique que Sampaoli doit gérer, doit corriger. Et ça, c'est pour moi les problèmes de la défense à 3. Pour moi, c'est le seul vrai problème de la défense à 3 où tu dis à tes milieux de monter haut, tu t'exposes à des situations comme celle-là. On en a vu plusieurs. Et un jour ou l'autre, ça se paye cash. Ça se paye cash contre Lorient. Si tu fais la même contre la Lazio, ça se paiera cash, c'est sûr et certain. Tout à fait. Ouais, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Chris, une petite réaction assez rapide. Ouais, moi j'insiste quand même sur le fait que pour moi il y avait vraiment faute sur Camara. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec ton analyse. Mais à la fois, je suis pas sûr que Bouba aurait perdu la balle comme ça autrement. Parce que d'ailleurs, c'est peut-être un des joueurs qui le perd le moins. Et ça peut expliquer aussi pourquoi Sampaoli lui a donné toutes ses responsabilités aussi. J'entends, Chris, je suis d'accord avec toi, mais juste je rebondis très rapidement, après je laisse la parole. Je suis d'accord, mais malgré tout, combien de fois il touche le ballon avant de la perdre? Pour moi, il fait 2, 3, 4 touches de balle. Alors, faute ou pas faute, pour moi, il n'y a pas faute, mais ça peut se débattre. Du moins, ce n'est pas un scandale ni dans un sens ni dans l'autre.
Mais pour moi, il doit la lâcher. Il voit qu'on vient sur lui, il regarde une fois, il voit aucun soutien ni à gauche ni à droite, il la lâche derrière. Et on n'en parle plus. Pour moi, il veut trop la garder, au moins 1-2 secondes de trop. Après, c'est mon avis. Ok. Bon, en tout cas, là, on a pu un peu voir un peu les côtés un peu négatifs de ce qu'il y avait pu avoir dans ce match-là. Maintenant, il faut quand même faire du positif puisqu'on a quand même gagné. Et un des événements majeurs d'hier soir, on est tous d'accord, c'était l'association Payet-Milik qui était titularisée ensemble pour la première fois de la saison. D'abord, j'aimerais avoir un tour de table rapide sur qu'avez-vous pensé de ce duo, Florent? Honnêtement, bien aimé le duo. Franchement, ils arrivent à se trouver comme l'année dernière finalement. Et ça fait plaisir de les revoir, surtout Milik. Et j'ai hâte de voir ça contre la Lazio, contre le PSG, contre Lyon, enfin dans les gros matchs, quoi. Et toi, Richard, toi, je sais que tu adores Payet est au sommet de son art et en plus, Milik, je pense que tu vas bientôt en faire une légende. Qu'est-ce que tu as pensé de ce duo? Avec le micro, c'est mieux. Ils t'entendront comme ça. Pardon, je suis désolé. Effectivement, on est sur un niveau Coupe du Monde. Coupe du Monde, Ligue des Champions. Payet, c'est un magicien, vous le savez. Hein. Et pour l'instant, curieusement, il n'a pas d'irrégularité avec cette équipe-là. Alors, est-ce que ce n'était pas psychologique à l'époque plus qu'autre chose? Parce que là, il a l'air d'être plutôt régulier. Et moi, je vous le dis, en toute objectivité, je suis Deschamps, je le sélectionne pour le prochain match. Hein. Je vous le dis, sans aucun doute. Après, chacun fait comme il veut. Et donc, l'apport de Milic à côté de lui, parce que Payet va donner les ballons, Milic, il va transformer. Alors après, moi, vous savez que j'aime le petit Dieng. Donc, moi, ça serait plutôt la triptyque. La triptyque Payet, Milik et Dieng à côté, même si on ne le fait pas jouer tout le match. Justement, on a pensé à toi hier soir, on était avec Chris et puis justement Rafi. Et quand j'ai vu Dieng rentrer avec Milik et Payet, je me suis dit, Richard doit être aux anges. Ah oui. Ça a dû te faire plaisir ce moment-là. Ah, tu t'es pas trompé. Et puis j'attendais que Dieng il marque son but, tu vois. Mais voilà, moi je veux voir ce triptyque évoluer ensemble et le plus souvent possible. Après, c'est sûr que, soyons réalistes, Dieng il a besoin de se reposer à certains moments et il peut peut-être pas faire des matchs entiers. Mais le mettre régulièrement, chaque match, avec Milik, sauf dans certaines configurations où ça s'y prête pas, peut-être en Coupe d'Europe, voilà. Pour moi, c'est la triptyque qu'il faut utiliser. Et bien sûr, Payet, Milik, que veux-tu de mieux en Europe? Ça fait partie des plus grands joueurs, je pense, hein, sans vouloir être prétentieux. Espérons que tu aies raison et qu'ils continuent à marquer et à faire des passes D tous les week-ends. Chris, ton avis sur ce duo? Moi, j'ai pensé que c'était assez intéressant le but qu'ils ont marqué à la toute fin dans la finition. Déjà parce que je trouve que comment dire, l'espèce de vrai faux appel de Milik, l'espèce de feinte qu'a essayé de faire Payet, dire je vais la passer à Gueye, en fait non. C'était bien joué des deux en fait, parce que en fait c'est très bizarre, c'est que les deux en fait ont joué un peu l'un une fausse passe et l'autre un faux appel, et finalement c'est transformé en passe décisive. Donc c'est pour ça que c'était assez impressionnant et incroyable d'un point de vue technique tout ce passage. Puis le but qu'il met Milik, il faut le mettre, hein, parce qu'il est assez loin, il y a le gardien, il est plutôt dessus. C'est vrai, c'est pas facile. Franchement, c'est un vrai beau but d'attaquant. Donc non, c'est vrai qu'en plus en dernier but et tout, c'est vrai qu'au niveau de la dramaturgie hier, bordel que c'était beau. Moi, je tiens quand même à te dire quelque chose, c'est-à-dire que honnêtement, si Payet peut jouer en 10 et puis qu'on peut avoir un vrai neuf devant, c'est pour moi en très grande partie parce qu'on a Guendouzi et Rongier derrière qui peuvent permettre de faire ça. On l'a vu parce que sur les matchs où Payet n'était pas là, c'était Rongier en fait qui se retrouvait justement plutôt au job de Payet, et on voit bien qu'en fait il y a la dernière passe, c'est pas son truc, quoi. Et là d'un coup en fait le fait en fait de l'alimenter, finalement de faire ce job là en fait au milieu, à la récupération et dans les transitions, ça donne une liberté, mais une liberté hallucinante à Payet. J'ai l'impression que, en fait, à Payet, en fait, Sampaoli, limite, tu lui dis, bon, voilà, tu fais le magicien et tu te démerdes, quoi. Moi, je suis à peu près sûr que ça doit être limite ça. À mon avis, il y a très, très peu d'indications sur ce qu'il doit faire.
parce que finalement, quand tous les autres ont fait déjà le boulot derrière, finalement, lui, il peut juste s'éclater et faire la bonne place millimétrée en regardant les appels que vont lui faire ses attaquants. Et toi, Kevin, du coup, est-ce que tu penses aussi que, moi j'ai envie de te poser une question, est-ce que le duo Milik-Payet va être le duo fort de l'OM cette année? Oui, oui, enfin, en tout cas, je le souhaite, parce que je ne vois pas d'autres duos forts à part ces deux-là qui pourraient nous mener là où on souhaite aller. Ça fait du bien d'avoir un attaquant, de retrouver un attaquant de cette classe, de retrouver un attaquant qui est intelligent de la tête, intelligent de ses placements, qui garde le ballon quand il est dos au but, qui décale, qui dévie, qui fait des bons appels, qui fait des bons faux appels, comme vous l'avez dit. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un attaquant comme ça. Et effectivement, ça fait du bien de revoir Payet dans la position où je ne comprends pas comment on peut le faire jouer ailleurs que là, tellement c'est criant de facilité pour lui, de facilité. Après, bon, il a de la chance aussi, que, pour rebondir sur ce qu'on disait, qu'il a, Rongier et Guendouzi qui abattent un travail exceptionnel. On en parlera, je pense, plus tard. Mais il a de la chance d'avoir ces deux-là derrière qui courent pour lui. Donc, il n'a pas besoin de trop courir. Mais quand il veut courir et quand il veut faire tous les gestes techniques qu'il a fait hier soir, le nombre de talonnades, de déviations qu'il a fait, le nombre de roulettes qu'il a voulu faire, je ne les ai pas comptés. Je ne sais pas si quelqu'un les a comptés, mais on ne doit pas être loin des 8, je pense, quelque chose comme ça. Et très Donc peu de oui, déchets aussi. il y a très peu de déchets. Moi, j'en ai compté 618, mais je rigole. Voilà, j'avais juste le 8 de bon dans les trucs et je te laisse les 610 autres. Mais ouais, non, mais blague à part, je suis d'accord avec Richard. Payet, je pense qu'on a tous une relation amour-haine des fois, parce que quand il veut pas, il est détestable. Mais quand il veut et quand il est en bonne condition mentale et physique comme ça, Mais là, Kevin, depuis le début c'est de l'année, incroyable ce joueur. depuis le début de l'année, comme je le disais tout à l'heure, il est plutôt Oui, régulier. Hein. mais On est heureux de le voir comme ça. je suis d'accord avec toi, Richard, mais ça fait même pas 10 matchs. On va voir. Honnêtement, Ouais. s'il est comme ça, On s'il est comme ça verra en à la janvier, trêve. s'il est comme ça en janvier, parce que moi, c'est la trêve hivernale que j'ai peur. Hein. C'est toujours la même. C'est toujours la trêve hivernale que j'ai peur avec Payet. Après, je pense qu'il est mieux psychologiquement dans cette équipe. Oui, bien sûr Et aussi. je pense que s'il tient physiquement, qu'il ne se blesse pas, croyez-moi, on va se régaler. Hein. Déjà, pour moi, il y a plusieurs facteurs. C'est clair qu'il a les clés du jeu. C'est à nouveau la seule star de l'équipe. Il n'y a plus personne qui lui fait de l'ombre en termes de statut. Alors, il y a Milik qui est là en termes de sa classe, de son niveau, mais ce n'est pas quelqu'un qui, de par déjà la barrière de la langue, l'adaptation, qui va en imposer comme lui. Mais oui, ça fait du bien. Et pour moi, pour répondre à la question, si les deux sont comme ça, et si Milik ne se blesse pas, je touche du bois, on fera podium. Si les deux s'y jouent comme ça, on fera podium. Écoute, on l'espère. Et puis, sur le terrain, il n'y a pas que 11 joueurs. Il faut parler aussi, on va parler de deux autres joueurs. Il y a Paul Lopez et Douye Chaitatsar. Paul Lopez, on attendait de voir vraiment son vrai niveau avec des vraies parades, des duels. Et donc, il a fait un moment un double arrêt très décisif. Et puis, il y avait Chaitatsar qui était un peu sur le déclin et qui hier a été aligné un peu à la surprise entre Saliba et Luan Pérez et qui finalement n'a pas fait un si mauvais match que ça. Il a même été assez bon. Du coup, je vais vous demander à chacun, qu'est-ce que vous retenez le plus? Le match de Tchaletatsar qui a été assez bon ou Paul Lopez qu'on peut peut-être commencer à voir, à juger son niveau? Richard. Ouais, sur le match d'hier, depuis quelques mois, j'étais fatigué de Dougie Caletassar parce qu'il n'est pas au niveau et parce qu'on s'est pris des buts qu'un autre défenseur aurait pu peut-être sauver. Donc je commençais à être vraiment fatigué. Maintenant, on ne l'enterre pas. On peut en avoir besoin, mais je reste sur un besoin en doublure. Là, encore une fois, on est contre Lorient, même si Lorient est une belle équipe de début de saison. Bon, vous savez comment c'est. Ils sont bons en début de saison et puis après ils s'effondrent. Donc, ça reste quand même Lorient. Moi, je veux le voir briller contre le Paris Saint-Germain, contre la Lazio de Rome. Et jusqu'à présent, je suis resté sur ma faim. Voilà. On a manqué le coche de le vendre, pour moi, à Liverpool. Hein. Pour moi, c'est un 33 tonnes qui nous pèse derrière.
Donc, voilà, si s'affine, s'il arrive à courir plus vite, s'il est plus vigilant, s'il est mieux placé sur… Tu vois, il se place mieux. Il y a chez ce garçon un manque de confiance et un manque d'expérience sur son placement et pour savoir comment arrêter les attaquants. Donc Voilà, toi, tu as donc, envie il de doit aussi, travailler. Il doit Ouais, je travailler. suis d'accord. tu es content du match de Chaita Tsar, mais tu as envie d'en voir plus, c'est ça, c'est bien ça. Hein. J'ai envie de le voir travailler, d'en voir plus de sa part, de le voir être un défenseur plus coriace pour les attaquants. Ok, d'accord, bah, c'est bien aussi. Il faut voir sur la durée ce que ça va donner, pas que sur un match. Oui, on Florent, n'enterre pas. Florent, tu es du même avis ou toi, tu retiens plus le match de Paul Lopez? Je retiens plus le match de Paul Lopez, pas parce que Douillet a fait un match de merde, il a fait un très très bon match, je ne dis pas le contraire, il a des qualités que d'autres défenseurs n'ont pas, mais Paul Lopez, il nous sauve quand même le match sur 2-3 actions, belles actions en plus. J'étais pas là dans les derniers talks pour exprimer mon avis sur lui, mais déjà dès son deuxième match face à Lokomotiv Moscou, il m'avait mis d'accord, il m'avait plu. Sa sortie alors qu'il n'était pas dans sa surface m'avait super bien plu. Et là, pareil, son double arrêt magnifique. Chris, il en parlait tout à l'heure, mais c'est un truc de fou. Enfin, je pense que peu de gardiens arriveraient à le faire. Dans ce timing-là, je parle. Donc, plus le match de Paul Lopez que celui de Chaita Tsar. Je ne sais pas s'il est aussi bon en lucarne, mais ça fait 4 ou 5 arrêts qu'il fait à terre qu'il faut se les faire. Hein. Il faut les faire. C'est vrai. Il faut y aller au sol, il faut y aller. Kevin, toi, tu retiens plus quoi? Chaita Tsar qui fait un bon match, mais qu'on a envie de voir face à des plus grosses équipes, ou Paul Lopez qui finalement, petit à petit, prend vraiment ses marques dans les buts de l'OM? Alors, déjà, je vais répondre, mais déjà, je vous entends dire que Khaled Takar a fait un bon match. Je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais est-ce qu'il a fait un moins mauvais match est-ce qu'il a fait quelque chose que les deux autres ne pouvaient pas faire? Et je parle des deux autres, pas des deux titulaires, je parle des deux qui auraient pu jouer à sa place, à savoir Balerdi et Alvaro. J'ai pas l'impression, il n'a pas fait un mauvais match, d'accord, mais personnellement, après, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas très impartial sur le sujet, parce que j'ai beaucoup de mal avec Khaled Takar. J'ai beaucoup de mal avec l'attitude de Khaled Takar. J'ai trouvé la comparaison de Richard sur le 33 tonnes criante de vérité, parce qu'un 33 tonnes, tu peux lui demander autant de fois, s'il te plaît, avance avec moi, il avancera pas avec toi. Tu vas le traîner jusqu'à la fin. Et bien pour moi, c'est exactement la même chose avec Khaled Takar. Tu vas te le traîner jusqu'à la fin. Parce que, encore une fois, moi, je retiendrai toujours cette image, je ne sais plus contre qui c'était, où il joue et je crois que c'est Luis Enrique qui joue piston gauche, qui est perdu et il commence à hésiter et Khaled Takar commence à l'insulter, le tuer en public, alors que ça fait 6 mois qu'il traîne sa misère sur le terrain. Oui, je comprends que le transfert avorté à Liverpool, je veux bien. Non, je ne parle pas de ce match-là, Richard, je parle il y a plusieurs mois. Oui. Mais non, mais moi, ça m'avait marqué et à un moment donné, tu es professionnel. Okay. Oui, tu peux être content, mais tu ne peux pas faire la gueule pendant 6 mois comme ça. Ce n'est pas possible. Et je suis désolé, moi, l'attitude qu'il a, je n'arrive pas. Et pour revenir sur le match d'hier, encore une fois, il n'a pas fait un mauvais match. Je lui mets la moyenne à tout casser et stop. Donc, je retiens le match de Paul Lopez parce que, comme ce que disait Richard, pour moi, les parades qu'il fait au sol, c'est pas facile à arrêter. Du tout. Et il se couche très bien. Les sorties qu'il fait, elles sont pertinentes. Pertinent. Il part pas à l'aventure comme ça. Quand il sort, c'est pertinent. Il se couche pas trop tôt sur le double arrêt. Il aurait pu se coucher trop tôt pour anticiper. Il se couche pas trop tôt. Donc, ça lui permet de pas donner d'indication à l'attaquant pour le lober à gauche, à droite. Non, moi, je dis pas que je suis conquis à 100% et que je veux plus entendre parler de Mandanda. C'est pas le cas. J'attends encore de voir face à un niveau supérieur. Mais pour moi, il a montré suffisamment de bonnes choses pour le laisser titulaire. Ok, d'accord. Sur une comparaison, sur une comparaison entre Dougé quoi, et Lopez, bon, il n'y a pas photo. Lopez, pour moi, a été meilleur. Sur le match d'hier, oui. Sur le match d'hier, il n'y a pas photo. Parce que, aussi simple que ça, tu retiens les parades de Paul Lopez. Est-ce que tu retiens un seul fait de jeu de Khaled Takar, à part le moment où ils arrêtent le jeu
à part le moment où il arrête le jeu pour changer ses chaussures. Ouais. Qui a compris ce moment déjà? Parce que moi, je ne comprenais On a pas ce tous qui se été un peu passait. perplexes Je ne devant ce comprenais moment, on pas ce savait qui pas passait. trop. Parce Et qu'il est honnêtement, sponsorisé par Puma maintenant, il a quitté Nike. mais Richard, si c'est un joueur adverse qui fait ça alors que tu es en train d'attaquer, il arrête pour changer ses chaussures, tu pètes un câble. Ouais, Ouais, on est tout à fait d'accord sur ça. Il y c'est a eu l'ensemble du un match petit qu'il faut imbroglio. regarder. Et sur l'ensemble des matchs, de toute manière, il n'est pas au point. Il faut qu'il Non, travaille. pas du tout. D'accord. Pas On du va, tout. on va conclure du coup avec Chris qui va nous donner son avis entre Douillet et puis Paul Lopez. Oui, effectivement. Alors pour Douillet, moi, ce que je voudrais quand même retenir, c'est surtout que ça nous donne enfin une opportunité de faire reposer Luan Pérez à l'avenir, parce que c'était le gros problème. C'est-à-dire que Luan Pérez, il était complètement cramé quand on est arrivé à la pause. Donc on se dit, ça y est, maintenant, on va pouvoir le faire rentrer à la place. Et peut-être qu'on aura quand même quelque chose d'à peu près potable. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé que son match était bon. Voilà, il était dans les replacements, il était toujours bien sur tous les coups, c'était très propre. Il a fait aussi des bonnes sorties de balles avec sa grande qualité de relance qui était très précieuse. Donc voilà, non, bon match, rien à dire. Et moi, ce que j'aurais parlé effectivement du coup de cœur, hein, Paul Lopez. Qui est aussi un coup de cœur pour moi. Depuis le début, je le défends, ce joueur. Surtout, moi, ce qui m'amuse, c'est de regarder en fait les arguments contre Paul Lopez et voir ceux en fait qui tiennent un petit peu la route et ceux qui tiennent pas du tout la route. Alors, ceux qui tiennent la route, c'est de dire que bah voilà, peut-être que Mandanda en ferait autant que lui, peut-être que Mandanda serait aussi fort que lui. Je peux l'entendre. Par contre, le seul petit détail moi, que les gens oublient, c'est que Mandanda, il a 36 ans et qu'à un moment donné, il va bien falloir préparer l'avenir. Parce que vous n'allez pas pouvoir garder un gardien à cet âge-là qui est forcément sur la pente descendante encore 2, 3 ans, 4 ans. Puis on voit que la vitesse de Mandanda pour se coucher, c'est pas encore ça, hein, les gars. Hein. Donc ça va devenir de plus en plus difficile pour lui et on le sait. Donc si on arrive à avoir un goal d'un même niveau, vous savez quoi, même du même niveau que Mandanda, mais à 26 ans, moi je suis pas contre. D'accord? Donc voilà, ça c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, moi, qui m'embête le plus, c'est un peu le délit de sale gueule. C'est vrai, Paul Lopez, c'est pas un garçon très élégant, c'est pas le plus beau C'est un peu un gardien atypique aussi dans ses sorties. Ouais, c'est ça, mais même en fait, beaucoup de gens le jugent sur son charisme. Parce que dire, oh, regarde, on dirait qu'il a peur et tout, machin, parce que les gens du coup, le jugent en le regardant un petit peu dans son attitude. Bien sûr, c'est pas un Gendouzi où tu le vois le mec, il a envie d'aller cogner, bugner tous les mecs qui sont en face. C'est pas un mec comme ça. Tu vois que c'est un mec qui intériorise beaucoup plus. Tu vois que c'est un mec qui est peut-être plus émotionnel aussi. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais gardien, loin s'en faut. Hein. On n'a pas à voir que des gardiens qui sont forcément des Barthez. Enfin, je sais pas, c'est vrai qu'on a une tradition de gardiens, peut-être jusqu'à Mandanda, parce que Mandanda c'était aussi un peu plus un vieux singe, qui était déjà vieux singe quand il était déjà jeune d'ailleurs au passage. Mais c'est vrai que lui, ça a l'air d'être un mec qui intériorise plus. Mais par contre, c'est pas sûr qu'il est comme ça, qu'il a cette attitude sur le terrain, que ça va pas être un excellent gardien. Et je trouve que voilà, du coup, pour à cause d'Eli Salgueul, la moindre petite bêtise qu'il fait, tu dis, hey, remets Mandanda. Et moi, j'ai été très marqué, j'avais été choqué par ce sondage là sur le Phocéen qui avait mis en gros que 90% des électeurs du Phocéen souhaitaient en fait qu'il y ait Mandanda dans les buts à Lorient contre seulement 10 pour Lopez. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible, les mecs, qu'est-ce que vous faites quoi? Ok. Et ben maintenant, ce qu'on va faire, c'est parce qu'on a parlé de Payet, Milik, Paul Lopez et Tchai Tatsa, on va faire un tour de table. Je veux juste un nom d'un joueur qui vous a particulièrement marqué pendant ce match. Juste un nom. Kevin. Pour moi, sans aucune hésitation, parce que c'est un énorme, énorme coup de cœur, je tiens à le dire, c'est Matteo Guendouzi. J'adore. Ok. J'adore. Je suis, pour le coup, tout à l'heure, je disais que je n'étais pas encore 100% conquis par Paul Lopez, mais Guendouzi, je lui donne les clés de ma maison s'il en a besoin. Je suis archi conquis. Il faut absolument qu'on le garde, les gars. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de le garder la saison prochaine parce que je ne vais pas faire une bio de Guendouzi et de ce qu'il apporte sur le terrain en termes footballistiques parce que vous l'avez vu comme moi. Mais moi, c'est surtout l'attitude qu'il a, la hargne qu'il a. C'est quelqu'un qui se cache pas, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des responsabilités, c'est quelqu'un qui, si tu joues bien, il va être le premier à te sauter dessus pour célébrer. Par contre, si tu joues mal, il va pas avoir peur de te dire allez, c'est pas possible, il faut qu'on avance, tu peux pas faire ça. Enfin, l'attitude, encore une fois, qu'il a, le charisme qu'il a, ce qu'il apporte dans un vestiaire, même si, bon, peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, mais tant pis.
Je suis archi conquis et Eh ben, très je juste, pense que très juste récompense qui marque ce but-là hier parce qu'il mérite vraiment. je pense sans trop m'avancer que Chris sera à peu près du même avis. Chris, quel a été pour toi le joueur du match et pourquoi Guendouzi? Oui, bah, t'as tout résumé, effectivement. Déjà, comme je dis, il est beau, il est élégant. Voilà. Non, mais ça, je le redis, hein, c'est un beau Je joueur. pense que d'ici la fin de la saison, on te revoit au Pickwick avec la coupe de cheveux de Guendouzi. Ah ouais, non, bien sûr, j'ai les cheveux qui poussent très vite. Alors bon, je les ai Je sais pas, pas, je pourrais pas les ce que avoir nous fait bouclés le comme fan lui. club de Gendouzi d'ailleurs. Oui, c'est ça, le Guendouzi fan club. Après, l'OM fait Guendouzi fan club. Pourquoi pas, ouais, d'ailleurs, ça peut être pas con de faire ça. Non, et puis, je veux dire, attends, sa tête, mais c'est un truc de dingue, quoi. Enfin, c'est presque magique. Quoi. On rigolait devant Pickwick, on se disait, mais c'est quoi, c'est les cheveux, là, je sais pas, il a peut-être un truc pour avoir cette précision, là. Mais non, il est élégant, il joue bien, et je sais pas si vous vous souvenez, tout à la fin du match, il a encore l'énergie pour se dribbler deux joueurs avec une énorme accélération dans la surface. Tu te dis, mais comment il fait ça encore? Et où est-ce qu'il trouve encore l'énergie pour faire ça? Enfin, c'est super. Et puis en plus, c'est peut-être aussi ce joueur l'avenir de l'équipe de France aussi, mine de rien. Donc, ouais, purée, pour un mec qu'on va payer 10 millions, là, on a fait une bonne pioche. C'est vrai qu'il y a un gros potentiel chez Guendouzi, puis il semble parfaitement collé au contexte marseillais. Flo, un petit nom vite fait d'un joueur qui t'a marqué. Comme depuis le début de la saison, Rongier. Voilà. J'en étais sûr. Travailleur de l'ombre. Non, mais je suis désolé, on ne le voit pas beaucoup, mais il est là. Alors oui, il manque encore quelque chose au niveau du tir, mais si derrière, il nous fait une petite passe clé. On s'en fout des buts, on s'en fout. Voilà, c'est ça, on s'en fout. Du moment où il nous aide à gagner, moi, c'est le principal. Et puis bon, on ne le voit pas beaucoup, mais il fait des bons trucs, quoi. Ok. Et toi, Richard, pour conclure, vite fait, un petit nom. Moi, je suis dans l'optique de ce soir. C'était comme ça avant, hein, c'est pas pour vous suivre. Guendouzi. Alors, par contre, moi, je m'en fous de sa beauté. Moi, il a les cheveux d'une belle rousse avec qui j'étais sorti. Ça, oui, ça me rappelle la rousse avec qui j'étais. Mais pas le dictionnaire, bien sûr. Hein. Voilà, elle avait de belles frisettes comme lui. Ça c'est des beaux souvenirs, mais sa beauté, j'en ai rien à foutre. Par contre, ses pieds, ils m'intéressent. Et de plus en plus, il commence à avoir un impact dans l'équipe qui est des plus intéressantes. Il est en train, quelque part, de devenir le sous-capitaine, voire peut-être le capitaine futur de l'OM, on ne sait pas. Donc, il mérite. Pour moi, oui. Pour moi, il le mérite. Pour moi, il faut. Seul problème, Kevin, c'est que Arsenal, à ce rythme-là, va le récupérer. Hein. On a une option d'achat. Il va repartir, Non, tu as une option d'achat. 10 millions, c'est cadeau. Non, c'est une option d'achat automatique. Hein. Donc, de toute façon. Oui, voilà. mais si lui, il est motivé pour repartir à Arsenal. Non, jamais. Ça n'arrivera pas. Traîner sa misère. Non, il va jamais repartir dans un club qui n'a pas hésité à le dégager à l'Hertha Berlin comme un malpropre. Il y a Arteta qui vient de dire on garde un œil sur Guendouzi. Oui, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Arteta. Guendouzi ne veut pas garder un œil sur Arteta. Exactement. Aussi, si c'est ça, d'accord. Non, mais parce que, Richard, c'est Arteta. Alors, Guendouzi, je ne dis pas que c'est un saint. Il a aussi un caractère qui ne fait pas à tout le monde. Et des fois, je pense qu'il peut offenser des gens, froisser des gens. Et clairement, si Arteta l'a dégagé comme un malpropre à l'Hertha Berlin, c'est qu'ils se sont pris la tête. Ni plus ni moins. Et puis, il ne reviendra jamais dans un club comme ça. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que Arsenal est vraiment en déclin actuellement. Hein. Et en plus, alors maintenant, avec les Saoudiens qui arrivent à Newcastle, je veux dire, si tu es un joueur de haut niveau, tu veux aller jouer la Champions League et tu veux aller en Première Ligue, c'est pas Arsenal que tu vas à son âge, ou même d'ailleurs, je pense que même Saliba va aussi se poser des questions, à mon avis, en fin d'année. Moi, j'aurais plus peur pour Saliba. Moi, j'aurais plus peur pour Saliba que de repartir à Arsenal, parce que ça va coûter très cher, Saliba. Bon, malgré le déclin d'Arsenal, attention, il faut aussi que Arteta mette un peu d'eau dans son vin. Être trop agressif dans une équipe, notamment quand on est en phase de défaite, c'est dangereux. Il faut qu'il sache parler à ses coéquipiers. Ça, c'est une évidence. Il faut une cohésion dans l'équipe. Et si il se montre agressif avec ses copains, il ne va pas plaire à beaucoup de gens. Donc, voilà, c'est une cohésion qu'il faut dans l'équipe. Hein. Bon, pour l'instant, on est tous unanimes pour dire que pour l'instant, Guendouzi à l'OM, Guendouzi plus l'OM, c'est top. Attendons de voir quand même encore quelques mois et puis voir la fin de l'année. Et puis voilà, il faudra juger à ce moment-là.
On va passer maintenant au match face à la Lazio, donc jeudi soir à 18h45. Pour rappel, l'OM a fait match nul en Russie et à Galatasaray. À chaque fois, l'OM a dominé ses adversaires, la possession, les nombres de frappes, mais n'a pas réussi à faire la différence. On se souvient de ce match à Moscou, l'OM menait 1-0 à 10 minutes de la fin et en supériorité numérique a fini par se faire égaliser. Face à Galatasaray, où l'OM a largement dominé, mais n'a pas réussi à marquer. Selon vous, comment est-ce que vous voyez ce match face à l'équipe italienne jeudi soir? Florent, ton avis sur ce match qui va sans doute être décisif pour la suite du championnat, enfin la suite de la Coupe d'Europe, mais aussi de la saison? Ouais. Déjà, avant toute chose, c'est si on ne gagne pas, on est en mauvaise posture. Donc, ça va s'annoncer difficile, surtout si la Lazio rejoue comme face à l'Inter. Ça va être très difficile, mais on a les qualités, je pense, pour faire un bon match, pour potentiellement gagner. Après, si on gagne 1-0, même si le match est difficile, on s'en fout, hein, on gagne 1-0. Hein. Même s'il y aurait une erreur de Strakosha comme ce qu'ils ont fait face à Galatasaray, on prend. Ça va être difficile, en espérant qu'il y aura le duo Payet-Milik en forme. Mais je suis plutôt serein. On verra un beau match, c'est ce que je veux dire. Chris, je te vois réagir. Qu'est-ce que tu aimerais dire sur ce match de jeudi? Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir certainement un revival du match contre Lens. C'est ce que je crains. J'espère juste maintenant que le fait d'avoir Milik, ça va quand même bien changer la donne. Ce qui va nous donner vraiment plus de fixation devant, ce qui nous a manqué justement contre Lens. Mais connaissant un peu le tacticien qu'est Mauricio Sarri, c'est exactement le genre de match que j'attends, c'est-à-dire avec une vraie grosse bataille au milieu de terrain, assez physique. Et je pense que celui qui arrivera à gagner cette bataille du milieu de terrain, et si l'OM arrive à garder la possession et à pratiquer son jeu, on a des bonnes raisons de gagner parce que quand même, la défense de la Lazio, c'est pas non plus l'assurance touriste non plus de leur côté. Donc il y aura des occasions. Ok. Kevin, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient d'être dit par Chris et par Flo? Ouais, oui, plutôt d'accord. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour moi, c'est le match de la semaine. Pour moi, c'est absolument impératif de faire un bon résultat là-dessus. Sinon, tu peux faire une croix sur ton futur en Europa League. Ça va être dur. Enfin, on va pas se mentir, ça va être dur. On parle d'une équipe qui vient de battre l'Inter 3-1, qui a tiré 19 fois au but contre l'Inter, tout en n'ayant pas une énorme possession de balle pour une équipe de Sarri. Mais les équipes de Sarri, c'est toujours la même chose. Il arrive, son style de jeu, il est très différent du prédécesseur. Il arrive, ça va être beaucoup de passes courtes, beaucoup de dédoublements. C'est une équipe avec très peu de déchets. Je crois que j'ai lu que sur 565 passes, quelque chose comme ça, contre l'Inter, ils en ont réussi 520. Donc, c'est un énorme pourcentage de passes réussies. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Pour moi, leur milieu de terrain, j'aime beaucoup leur milieu de terrain. Milinkovic-Savic, Basic de Bordeaux, qui n'était pas mauvais déjà à Bordeaux, et Lucas Leiva, Luis Alberto sur le banc. Et malheureusement pour nous, ils ont récupéré Immobilier de blessure un peu plus tôt que ce que j'aurais cru. Donc, Immobilier, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui plante régulièrement 20-25 buts en Serie A par saison. Donc, ça va être compliqué pour moi. Il va falloir les presser très haut. Va pas falloir avoir peur, pardon. Et effectivement, comme disait Chris, le point faible de la Lazio, c'est leur défense. La défense, je ne me rappelle même plus mais je crois qu'il y a Isaiah de Naples, enfin, l'ancien napolitain, c'est pas exceptionnel. Derrière, je crois qu'Acerbi est blessé, mais c'est pas exceptionnel la défense. Donc, il va falloir leur faire mal sur les opportunités qu'on aura. On pourra pas. Enfin, en tout cas, excuse-moi, pardon. En tout cas, le style de match qu'on a fait contre Moscou, où tu as beaucoup d'occasions que tu les mets pas et tu fais match nul. Contre la Lazio, tu perds le match, sûr et certain. Le même match, tu le perds. Donc, Voilà, parce après, qu'ils ne vont pas les louper. Je pense que tu as soulevé le point assez important chez Sarri, c'est que souvent les équipes sont très bonnes en attaque et au milieu, puis en défense, c'est plus compliqué. Donc, Richard, j'ai envie de me tourner vers toi. Est-ce qu'il va falloir axer là-dessus? Et puis, comme a dit Kevin, quand on a une occasion, il va falloir la mettre. Parce que contre la Lazio, ça va être très compliqué. Il ne leur faut pas 25 tirs pour en mettre un.
Alors, moi, j'ai plusieurs choses à dire. Je ne sais plus qui c'est de l'OM qui a dit on va là-bas pour gagner, dernièrement, après le match contre l'Orient. Donc, ça, déjà, c'est un très bon point de partir dans cette optique-là. Secondo, il y a la partie tactique, effectivement. Je pense que partir à l'assaut du but de la Lazio est une énorme erreur. Énorme erreur. Donc, en procédant par contre, ça peut être dangereux parce qu'eux, ils voudront quand même peut-être gagner chez eux. Donc, les laisser un petit peu venir sans jouer trop bas, bien évidemment, et placer quelques contre-assassins avec bien sûr nos deux génies, Payet et Milic, voire Under sur le côté droit qui va aussi pouvoir distiller à Milic des bons ballons avec l'Irola. Voilà, donc c'est intéressant comme match parce que ça nous donne une opportunité. Il ne faut pas oublier que la Lazio a perdu contre Galatasaray, que donc ils peuvent faire une erreur sur un match et que ce n'est pas impossible. Même s'ils ont été impressionnants contre l'Inter de Milan, il n'y a pas de raison de partir là-bas avec l'équipe que nous avons et de se dire ça y est, on a perdu. Voilà, si on part là-bas avec cette idée, ben on va perdre. Mais si on part là-bas avec l'idée de combattant et de leur placer des contre-assassins, là, on peut faire un résultat comme l'OM en a souvent fait en Coupe d'Europe par le passé. Et ben juste pour étayer très rapidement, et après je laisse, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut vraiment pas y aller en ayant peur parce que la Lazio, oui, là, on a vu, on s'est renseigné là. Ils ont gagné 3-1 contre l'Inter. Je dis, ouais, c'est impressionnant. Lazio 5e à 3 points du podium. Oui, mais bon, la Lazio, le match d'avant, ils perdent 3-0 à Bologne. Donc, c'est pas non plus. Et ils perdent contre Galatasaray en Coupe d'Europe. Exact. Ça veut dire qu'ils sont prenables parce que toi, Galatasaray, tu as fait exact. Complètement, voilà. Je suis d'accord. Mais en tout cas, il va falloir y aller. Comme je l'ai dit, il va falloir gagner. Donc, tu ne peux pas te pointer les mains dans les poches. Ça, c'est sûr. Exactement. Par contre, partir à la fin du but, c'est dangereux. On est d'accord. On est d'accord sur ça. Il va falloir y aller prudemment, mais sûrement aussi. Il va falloir assumer son envie d'aller plus loin dans la compétition. Et du coup, on a tous entendu parler, voilà, vous m'avez dit, il faut y aller en mode soldat. Du coup, là, ce week-end, on avait des soldats sur le terrain. Est-ce que vous reprenez, sous les ordres du commandant Sampaoli, est-ce que vous reprenez les mêmes soldats ce week-end? Oui ou non, la même équipe, ou est-ce qu'on fait 2-3 changements? Chris? Alors moi, très clairement, je suis rentré Balerdi parce que pour moi, c'était le gros manque dans notre effectif parce qu'effectivement, le style de jeu, on le dit, on le répète, hein, on va pas inventer la lune en disant ça, c'est que bien sûr que Balerdi, dans le système A3 de Sampaoli, est indispensable. C'est pas le meilleur défenseur en défenseur pur, mais par contre, en relance courte et en vitesse, en fait, j'ai envie de dire, pour se projeter vers l'avant, quand il faut récupérer la balle, c'est exactement ce que recherche Sampaoli. Et sa précision technique va nous faire du bien. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a eu 2-3 actions chaudes qu'on s'est pris, qui, Dieu merci, en face, ça n'était que Lorient, parce que justement, notre relance, en fait, basse, j'ai envie de dire, près de la défense, avait souffert de ça parce qu'on était des fois imprécis. Donc, j'espère qu'avec Balerdi, ça ira mieux. Donc, j'ai envie de dire, oui, la même équipe avec Wunder, voilà, mais et avec Balerdi. Et là, je suis heureux. Ok, donc on garde la même ossature, on fait juste 1 ou 2 changements. Florent? Alors, je pense que je vais anticiper ce que va dire Richard. Pour moi, peut-être mettre Dieng au début sur le côté gauche, avec Under à côté droit et Balerdi en défense. Vous connaissez mon avis sur Balerdi. Je n'ai pas besoin d'étayer le sujet. Mais à mettre un peu plus de rapidité au niveau des côtés, peut-être. Et sinon, dans l'ensemble, garder la même ossature. Richard, du même avis sur Dieng notamment? Non, pas. J'ai l'avis de le mettre, mais moi, ce que je veux, c'est que Dieng il tourne autour de Milic. Donc, en faire une sorte de 9,5 ou un 4-4-2 où il joue à 2 ou 3-5-2 où il joue à 2 ensemble avec Ender à droite qui leur met les ballons. Et c'est pour ça que finalement, au bout du compte, le 3-5-2 me gêne et que moi, j'utiliserai mon chéri de 4-2-3-1 qui est mon gâté des tactiques en règle générale parce que c'est souvent, pour moi, la tactique la plus équilibrée. C'est comme un 4-3-3 mais équilibré, le 4-2-3-1. Et donc, en plus, vu qu'on a des joueurs pour faire ça, c'est-à-dire
c'est-à-dire under, ou Dieng sur le côté gauche, mais ce n'est pas son poste. Donc, il faudrait mettre plutôt Enrique dans l'absolu ou De La Fuente. Okay. Donc, voilà, le problème, c'est qu'il va faire un 3-5-2. Et là, à ce moment-là, tu peux mettre Dieng et bien sûr Milic à côté avec derrière lui Payet et bien sûr tous les autres, soit Rongier à côté de Camara ou Guendouzi, bien sûr. Guendouzi, il est incontournable en ce moment, donc il faut le mettre avec à côté de lui Camara ou Rongier. Voilà. Et en tout cas, je te promets, Richard, si on descend à Marseille, on essaie de demander à Sampaoli qu'à un moment, il nous mette ton triptyque Dieng, Milik et puis Payet, pour qu'on voit ce que ça donne. Je le demande. Allez, de temps en temps. Entre 30 et 60 minutes par match, pas plus. Ok, on lui dira, on lui fera la liste, tout ça. Kevin, toi, on garde les mêmes et on recommence ou pas? Non, je vais pas faire tourner, mais je ferai 2 changements. Pour moi, je remets under. Je fais sortir Lirola. J'ai peur je dis pas qu'on l'a vu trop beau, Lirola, la saison dernière, mais je sais pas ce qu'il a. Je le vois émoussé, je le vois pas comme avant. Alors, il joue pas à son poste, donc peut-être que ça s'arrête là, l'explication. Non, c'est juste qu'il n'a pas eu de préparation. Faut pas chercher midi aussi, à 14h. D'accord. Ça ira mieux, je pense, après. Moi, je fais pas de soucis. Encore plus simple, alors, dans ce cas-là. Mais du coup, pour un match à la Lazio, je remets Sengizunder à droite et je remets Balerdi défenseur central parce que je vous ai déjà expliqué l'amour que je n'ai pas pour Kaletaka. Donc oui, du coup, ah oui, je l'ai oublié, lui, je l'enlève. Faut pas oublier parce que du coup, Richard, le problème que j'ai, parce que j'ai écouté ce que tu as dit, je suis d'accord jusqu'au moment où tu mets Dieng, parce que du coup, même si j'aime beaucoup Bamba, si tu mets Dieng, pour moi, tu fais exactement ce qu'on ne veut pas qu'on fasse, ce qu'on ne veut pas faire, pardon, c'est-à-dire partir à l'assaut. Parce que tu vas remettre under, tu vas garder Milik, tu ne vas pas enlever Payet, tu vas mettre Dieng. Tu vas te retrouver avec beaucoup trop de joueurs offensifs et j'ai peur que ça pique. Pour moi, Dieng, pour l'instant, 30 minutes par match, rentrer à la 60e. Oui, pour mais comme piquer, je t'ai expliqué, c'est parfait. Comme je t'ai expliqué, Dieng, il est meilleur dans le cadre, ça serait meilleur de le mettre dans le cadre d'un 4-4-2. Mais Richard, je le sais, mais il le fait pas. Voilà. Mais oui, mais il faut arrêter avec ce débat débile de parler de 4-4-2 avec son parce que de toute façon, il ne va pas faire de 4-4-2. C'est terminé, donc il faut arrêter là-dessus. Allez, on va clôturer ce. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas débile de dire qu'il faut une configuration tactique qui soit adaptée à l'adversaire et non pas Richard, être déçu. C'est Sampaoli. Sampaoli n'a pas forcément le même avis que tout le monde. Il est aussi connu pour ça. Il est assez atypique comme entraîneur. Et puis, il ne faut pas oublier, on a peut-être 2 points forts dans cette équipe de l'OM. C'est Milik et Under qui ont déjà joué contre la Lazio. Donc, ils connaissent assez bien l'équipe. Maintenant, voilà, on va terminer tranquillement l'émission par un petit prono, comme on a l'habitude. Donc, dites-moi le score. Alors, en mettant le côté affectif un peu de côté. On essaie d'être assez objectif. Florent, ton prono du match. Vous n'aimez pas quand je dis ça, mais à la Pierre Ménès, 1 partout. Christopher. Je vois un 2-1, allez pour l'OM à l'arrache. Ok. Richard. Voilà, moi, je vois l'OM créer la surprise. Je les sens. Si ils ont le mental de Lorient, je les vois avoir la possibilité de créer une surprise. Après, je ne leur en voudrais pas s'ils font que match nul contre Paris dimanche. Allez, on va dire 3-2 pour l'OM. 3-2 pour l'OM. Et enfin, Kevin, ton prono du match. 2-1 pour l'OM aussi. Je nous vois prendre un but. Ça me paraît inévitable à chaque match et je nous vois en marquer. Eh ben moi, je vais être du même avis que Kevin. Je vais dire 2-1 aussi. En tout cas, c'était un plaisir d'animer cette émission en l'absence de Rafi, qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Donc, on espère vraiment que l'OM va gagner. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao et allez l'OM.